La parole est à Monsieur Thibault Bazin pour Les Républicains. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires étrangères, mes chers collègues, nous sommes réunis cet après-midi pour examiner la proposition de résolution déposée par notre collègue Jacques Maire et co-signée par l'ensemble des députés En Marche et Modem, ce qui démontrerait en soi l'importance du sujet. Déposée au titre de l'article 34.1 de la Constitution, cette résolution n'a pas fait l'objet d'une discussion en commission et arrive donc directement en séance. Cette résolution aborde un double sujet, à la fois l'agenda commercial européen, mais aussi l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon, qui est entré en vigueur le 1er février dernier, sans que cela ne suscite de débat particulier en France. C'est bon signe pour ce traité. Depuis plusieurs années, l'Union européenne a entamé une importante politique de négociation commerciale dans le but de développer des accords commerciaux bilatéraux. Cette politique active est la réponse à la dégradation de l'environnement multilatéral mondial que souligne avec raison notre collègue Maire. La guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis fait peser des menaces sérieuses sur la croissance mondiale. L'Europe a été directement touchée par les décisions américaines d'augmenter les droits de douane sur l'acier ou l'aluminium. L'Europe a répliqué sur le Bourbon ou les Harley-Davidson. Il est urgent de relancer une réforme efficace de l'Organisation mondiale du commerce, afin d'éviter ces guerres commerciales nous appauvrissant tous. Comme notre collègue, nous saluons les efforts faits par l'Union européenne pour tenter de rapprocher nos partenaires américains et chinois, malgré les difficultés de la tâche. Un certain nombre d'accords ont été négociés, signés, et sont entrés en vigueur comme celui dont nous débattons aujourd'hui, ou du néfaste CETA avec le Canada. D'autres sont en cours de négociation ou de finalisation, en particulier le Mercosur, qui inquiète légitimement. Je souhaite rappeler que la politique commerciale est une compétence exclusive de l'Union européenne. Cela signifie qu'elle revient à cette dernière et à elle seule de légiférer sur les questions commerciales et de conclure les accords commerciaux internationaux. Si les accords couvrent des questions relevant d'une compétence mixte, et donc pas seulement de politique commerciale, le Conseil ne peut les conclure qu'après sa ratification par tous les États membres. La règle est claire, et je m'étonne de voir votre majorité revendiquée ouvertement très européenne se plaindre que le Parlement ne soit pas suffisamment associé à ces accords. C'est le respect des textes européens. Si nous n'en sommes pas satisfaits, et c'est aussi en grande partie notre cas, alors mobilisons-nous pour les modifier. Mais ne faites pas semblant d'en même temps vous revendiquer d'une europhilie béate et demander une place aux voix des parlements nationaux. C'est une question de cohérence. Nous soutenons les différents considérants, favorisant une meilleure information du Parlement, notamment au stade du mandat de négociation. C'est d'ailleurs une proposition qui avait été faite durant la législature précédente, notre ancien collègue Pierre Lellouche, lors de nombreux débats sur le TAFTA que l'Union européenne avait commencé à négocier avec les États-Unis, avant que le président Trump n'y mette un terme. Pour une fois que nous pouvons saluer une de ces décisions préservant les intérêts français, ne nous en privons pas. Je profite de ce débat pour m'étonner que le CETA avec le Canada, qui est un accord mixte, qu'il est en grande partie entré en vigueur depuis plusieurs mois et que notre Assemblée n'a toujours pas été appelée à le ratifier. Vu ce qu'il contient, et je pense à nos producteurs agricoles français, je comprends aisément que votre gouvernement, monsieur le ministre, ne souhaite pas qu'on en débatte avant les élections européennes. Courage, fuyons. Mais cela interroge vraiment sur notre processus démocratique et sur le respect du Parlement. Quand on doit se prononcer, votre majorité fuit le débat. Quand on n'a pas à se prononcer, votre majorité joue au faux-semblant d'appeler à plus de considération du Parlement national. Votre résolution ainsi a le mérite de souligner les nombreux reproches que l'on peut faire à ces accords commerciaux. Manque de transparence des négociations, sentiment d'abandon de nos intérêts nationaux sur l'autel d'une mondialisation débridée, sentiment de sacrifice de normes environnementales, sanitaires ou sociales auxquelles les Européens sont tant attachés, et tout particulièrement les Français. Inquiétude pour des filières déjà fragilisées, remise en cause d'un modèle de consommation maîtrisé. Ces aspects inquiètent nos concitoyens et participent très certainement à la crise de confiance que connaissent nos institutions et les institutions européennes plus généralement.
Paradoxalement, l'accord Union européenne-Japon que vous évoquez dans votre proposition de résolution est un des accords qui échappe le plus à ces divers reproches. En effet, la plupart des documents concernant la négociation ont été mis en ligne, tel le mandat de négociation donné à la Commission, l'état et l'avancée des négociations. Cet accord est particulièrement ambitieux, nous devons le reconnaître. Il donne naissance à une zone de libre-échange dont la richesse produite s'élève à près d'un quart du PIB mondial. Le Parlement européen a approuvé l'accord le 12 décembre 2018 par une large majorité. 474 voix pour, 152 contre et 40 abstentions. Ce qui me semble être une consultation démocratique plus que valable, que je souhaite rappeler à 3 mois des élections européennes. Le Japon est le deuxième partenaire commercial de la France en Asie et le premier investisseur asiatique en France. À l'instar de la cristallerie de Baccarat, dans ma circonscription, 8000 entreprises françaises exportent déjà au Japon pour plus de 6 milliards d'euros, dont de nombreuses entreprises primo-exportatrices. Les droits de douane sont supprimés pour environ 90% des produits de l'Union européenne exportés vers le Japon dès l'entrée en vigueur de l'accord. Pour les autres produits, l'élimination des droits de douane se fera de manière progressive, suivant un échelonnement jusqu'à 20 ans pour le Japon et 16 ans pour notre Union européenne. À terme, l'accord prévoit l'élimination de 97% des droits de douane pour les marchandises exportées vers le Japon. Certains droits subsisteront sur des produits agricoles tels le riz. Les producteurs français doivent bénéficier de la suppression des droits de douane sur près de 85% des produits agricoles exportés depuis l'Union européenne vers le Japon. Les exportations annuelles de produits agricoles de l'Union européenne vers le Japon s'élèvent à plus de 5 milliards d'euros. L'abaissement des droits de douane dans ce secteur doit renforcer la compétitivité des sociétés françaises, qui faisaient face jusqu'à présent à des droits de douane élevés. Je pense aux 15% pour le vin, 38% pour la viande bovine, 30% pour notre fromage français. L'accord protège également plus de 200 indications géographiques européennes, en particulier notre Roquefort, auquel nous tenons tous. Ce respect de notre savoir-faire, de notre patrimoine culturel gastronomique, ne m'étonne pas du Japon, étant membre du groupe d'amitié. Le respect est une des valeurs pour nos amis japonais. Force est de constater que cet accord ne suscite pas les débats virulents comme l'ont fait le TAFTA ou le CETA. Il est perçu comme équilibré et bénéfique pour la plupart de nos filières, agricoles, pharmaceutiques, automobiles et j'en passe. Tant mieux. Sans doute est-ce dû en partie à l'éloignement ou aux extrêmes différences culturelles, linguistiques et sociales entre nos pays. Mais nos concitoyens ne se sentent pas menacés par cet accord. Il faut souligner aussi que nos concitoyens sont très sensibles à la réaction de nos filières agricoles. Lorsqu'elles tirent la sonnette d'alarme à raison, les Français se sentent immédiatement concernés, ce qui présage de potentielles difficultés. Avec l'accord, Monsieur le ministre, avec le Mercosur, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, nos intérêts sont menacés. Il n'en reste pas moins que cette proposition de résolution n'échappe pas aux défauts de ce type de texte. Un long verbiage de yaka faucon dont l'utilité n'est pas démontrée. Cette résolution traduit essentiellement la frustration parlementaire compréhensible de ne pas être associée à ce type d'accords commerciaux et en appelle à une meilleure information du Parlement, entre autres, au moment de la rédaction du mandat de négociation. Cette résolution a aussi le mérite de souligner le manque de transparence qui prévaut généralement à ces négociations et accentue le sentiment de dépossession de nos concitoyens. Cette résolution souligne, une fois de plus, le décalage entre les ambitions affichées par les accords de Paris et leur traduction dans les accords commerciaux internationaux. C'est pour cela que le groupe Les Républicains ne voit pas l'intérêt de participer au vote de cette résolution et regrette qu'une fois de plus, l'Assemblée perde son temps dans des débats inutiles en séance qui peuvent parfaitement avoir lieu en commission. Arigato gozaimashita. Merci, monsieur le député.